toute façon, le chef, comme disait Chirac, un chef c'est fait pour cheffer, donc on se met à la place où on considère qu'on peut cheffer, quoi. Quand on dit on prend un risque, c'est quand même bien de passer devant. Et toi, ton boulot de chef, c'est de comprendre ce qui se passe, parce qu'il va quand même falloir s'en sortir. Et si on n'a pas confiance, on le voit. Alors que si on leur dit à chaque fois, non, on va aller de A à B tout droit, parce que j'ai décidé que ce soit tout droit, on connaît pas ces mecs. Et on sait pas du tout ce qu'ils donneront en mission. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3.10. Nous sommes toujours avec notre ami Stéphane Lebihan, ancien commando marine et nageur de combat, qui partage avec nous sa vision sur l'exercice de la responsabilité. À travers des exemples, vous allez entendre, qui sont très parlants, et notamment ce qu'il a pu vivre en Afghanistan, qui est un pays où il s'est rendu lors de 3 missions de plusieurs mois chacune, à plusieurs années de distance les unes des autres, ce qui fait qu'il a pu voir le pays évoluer. Mais aujourd'hui, le focus de l'interview est plus sur le commandement, l'exercice de la responsabilité à travers plusieurs exemples. Donc vous entendrez ce qu'il a pu vivre, comment il a réagi lorsqu'il se trouve sous le feu ennemi et qu'il a 30 hommes sous sa responsabilité, qu'il va falloir sortir d'un endroit qui est très très délicat, très compliqué. Une autre opération au cours de laquelle il va porter secours au pilote d'un hélicoptère abattu. Et puis vous allez aussi entendre ce qu'il a pu observer sur la confiance, comment cette confiance s'établit, comment il a eu confiance dans ses chefs ou dans ses hommes. Et vous allez voir en fait lui, son approche, sa vision des choses. Et peut-être que ça vous parlera également par rapport à ce que vous pouvez vivre dans vos propres expériences au quotidien, que ce soit dans l'armée ou bien sûr dans les entreprises, dans les différentes organisations. Je vous souhaite une bonne écoute. En tout, tu as fait combien de déploiements en Afghanistan ? 3. 2003, 2006, 2011. Le premier, c'est en 2003, c'est le premier détachement à Arès. Je suis sous OFOP. Le deuxième, c'est 2006, c'est encore sur Arès à Spinboldak. Et là, je suis de galon, donc je suis chef de patrouille. Ouais, t'es passé officier entre-temps. Ouais. Donc, je suis chef de la patrouille Hubert. Et le troisième, c'est en Capissa. Du coup, là, ça a basculé, c'est en 2011. C'est le printemps 2011, de février à juillet. Donc c'est une mission qui a été déclenchée parce qu'il y a 2 journalistes qui ont été pris en otage 2 ans avant, et qui durent dans le temps. Bon, puis forcément, les mecs du COS, quand ils arrivent quelque part, ils s'ennuient, donc ils vont bosser. Ce qui veut dire qu'il y a eu cet enlèvement. Ouais. En 2009 de mémoire, ou 2010. Et donc on a appelé, en fait... Il y a eu un détachement du COS qui a été mis en place pour préparer une éventuelle... Donc vous étiez pas déjà sur place, en fait, vous avez été projeté à partir de France. Ah non, moi, quand j'arrive en 2011, le détachement est déjà en place depuis 2 ans. D'accord, ok. Mais en fait, il y a eu, je crois qu'en 2007, on a démonté l'Afghanistan, le COS. Et il y a eu un trou de 2 ans. Et après, du fait de l'enlèvement des 2 journalistes, le COS s'est retourné en Afghanistan. Ah oui. Au départ, pour monter une opération de sauvetage, quoi, de libération d'otages, qui n'a jamais eu lieu. Et finalement, les 2 journalistes ont été libérés. Nous, on a appris leur libération quand on a posé à Roissy. Donc la mission a quand même continué derrière, mais les journalistes avaient été libérés par des tractations des services. Il y avait eu des négociations. Donc nous, on n'avait rien eu à voir là-dedans. Mais eux, du coup, une fois qu'on est sur place, il faut bien bosser. Et puis il y avait du travail pour tout le monde, donc on a bossé, et puis on s'est engagé de plus en plus fort dans les combats, quoi. Voilà. Avec quand même la période du printemps 2011, quand on regarde les archives, c'est la période la plus difficile pour l'armée française à ce moment-là. Parce que ce que tu disais, c'est lors de notre précédent entretien, en gros, le premier déploiement, qui a duré 6 mois, donc à Spinboldak, à la frontière avec le Pakistan, au sud de Kandahar, il y a eu très très peu de TIC, donc de troupes in contact, donc des échanges de tirs. Le deuxième déploiement, donc au même endroit, donc en 2006, c'est pareil en fait, où ça s'est un peu intensifié. Ouais, ça s'est intensifié. Grosso modo, premier détachement, on fait que prendre de la roquette, ça va pas plus loin.
Les mecs, ils posent la roquette et puis ils tirent régulièrement sur le camp. Ouais, c'est quand même pas mais tranquille. Régulièrement, c'est pas... c'est-à-dire que c'est régulier, quoi. C'est plusieurs fois par mois. Voilà. Bon. Ils ratent toujours, parce que c'est des roquettes vraiment très artisanales, et puis surtout, les systèmes de visée sont artisanaux. Bon. Et moi, je me souviens qu'on discutait, à l'époque, on discutait encore avec les gens, et sur le premier, ils nous disaient, bon, les Russes sont venus, ils sont partis, vous arrivez, on verra. On verra ce que ça donnera à votre affaire. C'était voilà. Période d'observation, en fait. Voilà. Ouais. Ensuite, en 2006, la menace principale, c'est les IED, les engins explosifs. Donc là, ça a un peu évolué. On a le plaisir d'être là pour le premier attentat suicide qui se passe en Afghanistan. Il a lieu à Spin Boldak, c'est un vieux qui se fait péter en mobilette. Et là, tous les Afghans nous disent, mais ça, c'est pas nous. C'est les Palestiniens qui se font péter. Nous, on est les Afghans, on aime la vie. L'attentat suicide, c'est pas notre culture. Hein. Et puis, il y a eu des combats entre les deux séjours. Et l'attentat suicide, c'était contre le détachement de... Ah non, c'est en plein milieu du marché, un vieux qui arrive en mobilette et qui se fait péter, qui tue que des Afghans. Rien à voir avec nous. Après, nous, on a eu... Il y a un détachement du 13, une équipe du 13 qui a pris une voiture suicide sur son passage. Et la crainte, c'est ça, c'est les voitures suicides. Donc, on commence à être un peu plus dur. Quand on croise une voiture, elle doit s'arrêter, sinon on tire dedans. Ou on tire dans les pneus, ou voilà, j'aurais l'occasion de crever un pneu au Glock, on le tire complètement improbable de nuit, mais bon voilà, ça a marché. Les mecs derrière ils disent putain il s'est arrêté, il a le pneu crevé. Donc voilà, on commence à être un peu plus dur dans les relations. Et il y a eu des combats dans les détachements qui ont précédé, entre le 1 entre 2003 et 2006, et nous, le combat principal du détachement, ce sera celui où le page décède, voilà, sur lequel nous on n'était pas. On les a relevés. Voilà, donc ça c'est 2006, et là les gens disent vous commencez à nous emmerder. Les locaux disent, clairement, ça commence à suffire parce qu'en fait vous déversez un flot d'argent, mais nous on ne touche pas. Ça s'arrête à Karzai et ça clique, et il commence à bien nous gonfler. Donc en fait le vous, c'était un vous qui n'était pas spécialement adressé aux Français qui étaient à Spin-Boldak. Non, c'est la coalition, c'est la gestion politique du système, voilà. Quand il y a de l'argent qui arrive, ça doit ruisseler. Bon, il n'y a pas qu'en Afghanistan qu'on a vu ce sujet. Et là, ça ruisselle pas jusqu'à nous, ça commence à bien nous gonfler. Donc on va peut-être passer de l'autre côté. C'était le discours qui nous tenait. Et qu'on rapportait. Et puis, en 2011, on n'allait plus discuter avec les gens. En plus, on avait changé de région, on était Capissa, donc c'était plus dur. La mission de l'armée française, c'est de sanctuariser l'axe Vermont, qui est un gros axe logistique là, qui mène à Kaboul. Et donc pour ça, il y a quelques vallées. Il y a 3 vallées principales. Il y a Afghania au nord, Al-Assaï au milieu, et puis Bedraou au sud. Voilà. Bon, tout ça, ça représente 40 km², grosso modo. Et là-dedans, on se bat. Et alors, la particularité, c'est que la vallée d'Al-Assaï, elle donne dans la vallée de Pushpé, de mémoire, dans laquelle les 2 otages, journalistes, sont censés se trouver. Donc ça fait que cette vallée-là, c'est une no-kill zone. On n'a pas le droit d'intervenir dessus. C'est pas l'armée française, toutes les armées, voilà. Et on considère que c'est une no-kill zone, parce que si jamais on commence à les taper dedans, ils risquent de tuer les 2 journalistes. Ouais. Donc c'est un repère. C'est la fourmilière, là. Les mecs, ils vont taper dans Al-Assaï, hop, ils se replient HP. Dès qu'ils ont passé le col, ils savent qu'ils risquent plus rien. Ouais. Et le seul impact qu'a eu la présence des journalistes sur zone, c'est le fait que oui, il y avait une no-kill zone, dans laquelle on pouvait pas intervenir. La seule fois où on est intervenu dessus, enfin c'était juste en limite, nous en tout cas pour ce qui nous concerne, c'était en limite sur le col, il y a un Kiowa américain qui est tombé. L'hélicoptère. L'hélicoptère qui est tombé. Il y a un pilote qui est mort, donc ils sont à 2 dedans, c'est un petit hélicoptère de combat. Il y a le pilote est mort, et le copilote qu'on connaissait d'ailleurs, parce qu'il était passé chez nous avant, pendant quelques semaines. Et le copilote s'est traîné jusqu'à une maison et a demandé l'hospitalité, donc Pashtoun Wali. Donc le gars, on avait beau être en plein cœur de la fourmilière de talibans, le gars a ouvert, et puis l'a recueilli chez lui, et a dit, non, moi, ce type-là est mon hôte, donc je ne vous le donne pas aux talibans. Alors qu'il était en plein cœur des talibans. Hein. Et donc toute la mission, ça a été d'aller rechercher le corps du premier, d'aller chercher le gars qui était 100 mètres plus loin, qui s'était traîné en rampant jusqu'à la maison, alors que les talibans voulaient le récupérer aussi. Donc là, ça a été une bonne journée de combat. Donc nous, on était sur les hauts, on bloquait l'arrivée des gens de la vallée de Chpé. On bloquait l'arrivée des ennemis, donc voilà. Et les Américains, en fond de vallée, là, allaient chercher, il y avait les Black Hawk qui posaient sous le feu, les mecs avaient un courage fou, hein. Ils posaient sous le feu, les lisières étaient à 40 mètres, ils se faisaient rafaler au PKM, il y a eu 2 morts, je crois, dans l'équipe de rescue. Ça a duré toute la journée, la plaisanterie. Et ils ont récupéré le corps et le gars. Donc ça se fait 2 jours en plus. Tout ça se fait 2 jours, ouais, on avait été réveillés par les hélicos, nous on rentrait de mission, on avait passé 3-4 jours dehors,
Et on a été réveillé vers 4-5 heures, là. Il y avait des bruits d'hélico qui étaient pas normaux, là. Et en fait, c'était, ils mettaient en place le dispositif. Voilà, donc là, pour revenir au sujet, en 2011, on discute plus avec les gens, on n'a plus de rapport avec la population. Parce que le mandat a changé, on n'est plus là pour tenir une zone, on est là pour faire de l'intervention uniquement. Après, il y a d'autres unités qui discutent avec la population, peut-être de l'armée régulière. Mais là, on est au sein de l'armée régulière, on bosse à leur profit, et on ne fait plus que de l'intervention. Mais là, on a bien compris que les gens discutent plus avec nous. Donc le cheminement s'est fait progressivement jusqu'au clash, quoi. Et on dit souvent que les forces spéciales, c'est destiné à faire des missions qui ont un niveau stratégique. Quand tu te retrouves dans la Capissa à faire ce type de mission, est-ce qu'elles sont stratégiques et est-ce que ça reste stratégique? Non, la mission stratégique, stratégique peut-être, c'est de récupérer les 2 otages au cas où. Donc il y a un régime d'alerte qui est tenu, il y a des plans d'intervention qui sont mis à jour, tenus à jour en fonction du renseignement. Pas par nous, hein. Moi, cette 3e fois, je suis capitaine et donc je suis chef du TU Marine. Donc, le TU Marine, c'est 2 ou 3 groupes de marins qui ont chacun. Donc j'ai un groupe d'Hubert en intervention, j'ai un groupe de Trépel, d'assaut de Trépel, et j'ai un groupe de TE de Hubert et Montfort. Et moi je coordonne tout ça. En fait, une 30aine de gars, et moi je coordonne tout ça, et on peut me filer d'autres groupes s'il y a besoin sur une mission. Et donc moi je me vois attribuer des missions ponctuelles que je dois réaliser sur le terrain. Voilà. Et que je dois préparer et réaliser sur le terrain. Et donc la mission qui pourrait être stratégique, alors après je sais pas ce qu'on met vers ces mots-là, mais c'est plutôt la libération des 2 otages. Au cas où quelqu'un le décide à Paris, ou qu'il y ait une action sur zone qui fasse comprendre que maintenant il faut intervenir ou ils vont se faire buter. Donc il y a des plans qui sont tenus à jour. Mais c'est pas nous qui le faisons, ça, c'est le J5, la partie planification, etc. On nous dit juste, ok, dans ce cadre-là, vous aurez telle mission. Mais en attendant, vous faites donc des missions. Et donc en attendant, on fait des missions tactiques au profit de la TF Lafayette. Donc on nous file les missions un peu dures, quoi. Mais donc c'est des missions qui, en théorie, pourraient être faites, si on fait le distinguo entre forces spéciales et les unités conventionnelles dans lesquelles il y a des commandos, ça pourrait être fait par exemple par des groupes de commandos parachutistes, par des unités d'élite de la conventionnelle, entre guillemets. Oui, complètement. D'ailleurs, il y a les commandos de montagne qui sont là-bas et qui vont sur les mêmes points que nous dans d'autres cadres. Après, alors le distinguo que s'efforçait de faire le chef à l'époque, c'était qu'on travaillait au profit de Lafayette, mais on se débrouillait pour pas se retrouver au même moment dans le même fuseau. Pour qu'il n'y ait pas de tir blue and blue. C'est particulier parce que c'est l'endroit où il faut être à ce moment-là dans l'armée française. Il y a les mecs qui ont fait l'Afghan, il y a les mecs qui n'ont pas fait l'Afghan. Et les mecs qui ont fait l'Afghan, ils reviennent auréolés de gloire ou de je sais pas quoi, ou d'autosatisfaction. On a fait une opération en fond de vallée d'Alassaï qui a duré 4 jours. On devait se faire relever au bout de 24 heures. Bon, nous, sur la nuit d'infiltration, on a eu un bon accrochage, qui nous a pas empêché de rallier l'objectif, mais voilà, donc de nuit, déjà, c'était compliqué, et 2 jours, je suis sorti 2 jours, et en rentrant, j'ai mis 5 heures, j'ai été pris sous le feu pendant 5 heures, j'ai réussi à m'en sortir avec un blessé léger, et en rentrant, j'ai dit, bon, faut les prévenir qu'il faut pas qu'ils nous relèvent 2 jours, quoi, parce que ça va être une boucherie. Nous, on était une quinzaine, une vingtaine, on a déjà resté, on est resté bloqué pendant 5 heures. Donc si c'est un TG entier qui déboule le jour, va y avoir c'est combien de personnes un TG en fait? Je sais pas, ça aurait pu être 200 personnes, quoi. Et donc vous êtes en véhicule, vous êtes non, on est à pied, vous êtes à pied. Non, et en fait, on a pris un campon et on rayonne depuis le campon. Et le TG, donc il viendrait comment lui en fait? Ils viennent depuis. Alors il y a des bases qui sont réparties au sud de la vallée. Ils rejoignent une base et puis après ils s'infiltrent à pied, ils vont nous remplacer et puis nous on fait un bond supplémentaire, quoi. Et donc la traversée des glacis là, 2 jours, moi j'ai été m'y balader comme un con et puis voilà. Et donc je rentre et je dis ça sert à rien, faut pas qu'ils nous relèvent 2 jours parce qu'il va y avoir trop de casse. Et là le chef qui est le pacha d'Hubert, qui est avec moi, parce que là on est à 2 TU, il y a un TU première PMA et un TU marine sur la même zone qui est coordonné par le chef J5 qui est le pacha d'Hubert à l'époque. Et il me dit oui mais il travaille pas de nuit. Finalement, on se désengage. Au bout de 4 jours, les réserves d'eau et bouffe commencent à être sèches. Parce qu'il y a aucun moyen de se ravitailler, au moins en eau, sur le terrain. Ils nous ont fait poser un hélico de nuit avec un gars avec le major de camp là de l'ATF. Et il nous a dit c'était chaud, quoi. Les hélicoptéristes ils voulaient pas poser. En fait, le plus chaud ça a été de les décider à poser. Et ils nous ont balancé des packs d'eau et puis. Et bon, du coup, pour l'exfiltration, on est un groupe qui est récupéré en hélicoptère. Il y a un groupe qui retraverse à pied,
et qui va rejoindre la base de départ, quoi. La base de départ qui est en fond de vallée. Donc moi je pars avec les hélicos, et je dis il faut que je récupère le reste de mon détachement. Donc je prends les VAB, j'avais un groupe avec moi, je prends les VAB, et puis là on va les récupérer par la route. Je prends les VAB vides, et puis on va les récupérer par la route. Il y a une quinzaine de bornes à faire, 15-20 bornes, sachant que ça c'est un trajet qu'on avait fait 2 jours, quelques semaines avant, sur ordre, si on se déplaçait que la nuit. Bon, et sur une manip, on me demande de dégager 2 jours. Je dis, bon, ah non, je vais attendre la nuit. Bon, non, c'est un ordre. Bon. Et donc, sur ces 20 bornes, on avait pris 2 IED et une voiture suicide. 2 jours. Donc, c'était quand même pas mal, quoi. Sans dégâts pour nous. Parce que ça reste quand même les crétins, hein, qu'on est sur une voiture suicide, on met pas les génies, hein, donc ils ratent plus souvent leur cible qu'autre chose. Donc voilà. Et donc, je dis, je repars de nuit, avec mes VAB vides, j'avais mon groupe d'Uber, on met 3 mecs par VAB, et puis on va récupérer tout le gros, parce que sinon, rien n'était prévu pour les récupérer, quoi. Donc ils n'avaient pas passé 5 jours encore. Donc ok, j'ai le verre pour aller chercher les gars, donc au passage, il y avait un pont à franchir, on le reconnaît, j'ai mon EDEX qui me dit, ouais, il y a des fils là, il y a un truc, mais je peux pas si je prépare une neutralisation, ça va nous prendre du temps, et puis le temps qu'on passe devant le pont, ça va peut-être réveiller les gens, et du coup on va peut-être se faire... Donc je lui dis, c'est pas grave, les VAB sont vides, on va y aller, on passe dessus. Et puis... Donc en fait, là, à ce moment-là, tu dois passer un pont avec des véhicules. Ouais, les véhicules vides. Ton spécialiste des explosifs, ouais, qui t'expose la situation, c'est en fait... il y a une forte suspicion d'IED sur le pont. Oui, forte suspicion, mais soit on perd du temps à neutraliser au risque finalement de rester des cibles, de se présenter comme des cibles, soit on prend le risque de passer, quoi. Voilà. Et donc là, tu tranches là-dessus, quoi. Ouais. Parce que les VAB sont vides en plus. On est à 2 ou 3 par VAB, s'il y a un VAB qui pète, on perdra moins de monde qu'à l'aller. Et je lui dis, par contre, quand on arrive là-bas, tu prépares ton dispositif, et au retour, tu le poses, tu fais péter le truc, et on passera après. Tu coupes la ligne de... La ligne d'alimentation, quoi. Il avait dit, il y a des fils, ça ressemble à une ligne d'alimentation d'IED. Donc on continue notre chemin. Et le premier véhicule qui passe là, c'est moi. C'est toi? Bah ouais. Et c'était prévu que ça soit toi ou Ah oui. Et tu mets pas devant parce que c'est les circonstances particulières, parce qu'il y a peut-être cette IED qui pourrait se déclencher? Non, mais si j'avais été deuxième véhicule, je serais passé devant. Mais voilà, c'est le boulot, ça. Mais ça, c'est une procédure ou c'est toi qui... Non, c'est moi qui estime que je suis à ma place devant. Mais sachant que peut-être que... Ça, c'est le hasard de la guerre, tu vois. Le premier, peut-être que c'est moins dangereux parce que le gars n'est pas réveillé, et puis qu'il sera réveillé pour le troisième et qu'il fera péter le troisième. Après, tu considères que quand t'es chef, quand il y a des trucs comme ça, tu passes devant. Il y en a peut-être qui considéreront qu'ils seront mieux ailleurs. Chacun fait... Il y a rien d'écrit, ça. De toute façon, le chef... Comme disait Chirac, un chef c'est fait pour chefer, donc on se met à la place où on considère qu'on peut chefer, quoi. Quand on dit on prend un risque, c'est quand même bien de passer devant. Quand sa décision c'est de prendre un risque, c'est quand même bien de passer devant. Mais c'est une éternelle discussion, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que le chef qui passe devant, c'est l'exemple, mais le risque aussi, c'est qu'il se fasse, que ce soit lui le premier qui se fasse abattre, quoi. Ouais. Mais ça je l'ai eu, j'ai eu le cas, ça m'a bien fait marrer à rétrospectivement. J'ai eu le cas quand je t'ai dit, je suis resté 5 heures dans le glacis là. Donc on se faisait rafaler de 3 côtés, quoi. Grosso modo, il y avait que le nord qui était safe, mais qui était loin, il y avait une lisière de villages au nord, et on était dans un grand glacis, et on se faisait rafaler par 2 côtés, le troisième c'était une montagne. Et du coup, il faut voir ce qui se passe. On se fait rafaler, on est au milieu d'un glacis, il y a des petites diguettes d'irrigation, là, donc on arrive à se planquer, mais les diguettes elles font 20 cm de haut, donc tout le monde a le nez dans la boue, et puis on prend du PKM au paquet, machin et tout. Mais toi, ton boulot de chef, c'est de comprendre ce qui se passe, parce qu'il va quand même falloir s'en sortir. Donc moi, je me lève. Pas tout le temps, mais je suis quand même souvent debout. Et il y a un moment où je me fais sniper. Donc 1 fois, 2 fois, alors on a l'effet tunnel, hein. Donc on comprend qu'on se fait sniper parce que les bastos ça claque. Mais moi je suis concentré sur le fait d'essayer de comprendre la situation. Et donc je fais sniper, je sais pas, 3 ou 4 fois, machin. Puis tu sens que ça se rapproche un peu, l'air elle vrille de plus en plus près, tu vois. Et à un moment il y avait... il y a le chef de groupe de Trépel qui était à côté de moi, là, qui était allongé... par terre, et puis qui me tire, qui me fait putain, mais c'est la seule fois où il m'a tutoyé. Putain, mais baisse-toi. Je lui dis non, mais c'est bon, là, faut que je comprenne. Il me dit ouais, mais si jamais t'en prends une. Et je lui dis non, mais on s'en fout. On s'en fout, de toute façon, c'est écrit. Si j'en prends une aujourd'hui, j'en prends une aujourd'hui, et puis c'est pas le sujet, quoi. Et là, il me tire au sol et il me dit ouais, bah t'en prends pas une aujourd'hui parce que tu vas tous nous mettre dans la mer.
Et donc, ouais, c'est marrant, quoi. Et il avait raison. Parce qu'il suffisait de se déplacer un peu, et puis le sniper, il était perdu, et puis après, j'ai pu me relever, et voilà. Et puis, mais c'était marrant comme intervention. Il y a aussi le fait que, là, par exemple, pendant ces 5 heures, vous êtes resté au milieu du glacis, là, j'étais pas bien. Là, tirer dessus. Comme chef, j'étais pas bien du tout. Ouais, je veux bien te croire. Mais est-ce que tu as fait appel à des appuis Ouais, on a fait appel. Donc, on faisait appel à des tirs d'artillerie. Donc, tirs d'artillerie pour faire. Grosso modo, on avait une lisière de village d'où on était pris, sous le feu. Donc, au milieu du glacis, il y avait la lisière de village. Et donc, pour faire des bonds, pour reculer, enfin, manœuvrer, je faisais tirer des obus fumigènes. Donc une barrière d'obus fumigènes. Pour masquer, en fait. Pour masquer, puis le temps du masque, on essayait de se reculer comme ça. Mais le problème, c'est que les fumigènes, ils mettent du temps à fumer, et puis après, ça s'en va assez vite, quoi. Donc on faisait des tout petits bonds, quoi. Et c'était... c'était pénible. Enfin, en tant que chef, je me suis mis dans une situation de merde. Et celui qui m'a... Alors j'avais un groupe du premier aussi avec moi. Enfin, c'était pas un groupe du premier, c'était un groupe de l'armée nationale afghane qui était encadré par 3 mecs du premier, RPIMA. Et celui qui m'a donné la solution, en fait, c'est l'adjudant du premier, qui était un peu plus au nord, et à un moment à la radio, donc c'est là où je me levais pour essayer de comprendre, machin et tout. Et à la radio, j'entends le gars qui me dit, bon, là, ça passe au nord, il faut dégager vers le nord. Et là, au moins, j'avais une solution, qui était proposée par un mec qui était robuste. Parce que donc on a manœuvré pour se dégager vers le nord. Jusque-là, je comprenais pas où partir. Face à moi, donc moi j'étais, on va dire, face à l'est. Face à l'est, j'avais le village d'où j'étais pris à partie. Au sud, il y avait une rivière dont on était pris à partie. Et à l'ouest, il y avait une petite colline. Et là, moi, ma hantise, c'était qu'il y ait des mecs qui se mettent sur la colline, parce que là, ils nous auraient tous fumés. Mais on pouvait pas dégager et reprendre la colline, parce que le temps de monter sur la colline, on se faisait nitrater depuis le village, quoi. Parce que c'était une colline qui était complètement nue. Et en fait, et moi, et encore une fois, t'as l'effet tunnel. Et c'est l'adjudant du premier qui m'a donné la solution. Il m'a dit, ça passe au nord, faut dégager par le nord. Et là, j'ai commencé à regarder comme ça, et puis j'ai organisé ma manœuvre, on a réussi Et lui, il était à quelle distance de toi, par exemple? Lui, il était à, 200 mètres. 200 mètres. Et donc, il voyait, il avait une vision plus claire sur le nord. Ouais, parce que moi, j'étais au milieu, j'avais le groupe de Trépel qui était devant, qui lui était vraiment sous le feu. Moi, j'étais au milieu, et j'avais le groupe de l'ANA qui était un peu derrière, encadré par les mecs du premier. Et donc, lui avait une meilleure vue, ou un meilleur sens tactique, j'en sais rien. En tout cas, c'est lui qui a amené la solution. J'ai plein de questions. Vous étiez au milieu du glacis, mais donc il y avait l'ensemble de ton équipe qui était... Il y avait 30 mecs au milieu du glacis. Mais le glacis, il fait, 5-6 km. Tu n'aurais pas pu imaginer de le traverser par groupe, quoi, en fait, en posant des appuis. Non, parce qu'il n'y a pas d'appui possible, parce que les mecs, ils te prennent à partie depuis le village. Ouais. Et tu pouvais pas mettre Et tu peux pas tirer sur un village. Ouais. Les mecs, ils sont dans les maisons. Ouais, ils font exprès, bien sûr. Et tu peux pas tirer sur un village. Donc, du coup, on fait un barrage de fumée, et puis on bouge. Oui, parce que tu aurais pu tirer autre chose, en fait, éventuellement. Je peux tirer des obus, je peux faire de l'artillerie qui attire de la fumée, des obus. Village, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Ouais, non, mais... C'est même pas une option. Est-ce que si tu l'avais demandé, l'artillerie l'aurait fait? Non, que non. D'accord. Non, les tirs d'artillerie, je pense qu'ils sont validés au-dessus, et... Non, ils n'auraient pas accepté. Non, on tire pas sur un village. Ça. Et donc un appui aérien, ça aurait été pareil, finalement, ça aurait été la même limite. Alors l'appui aérien, on a eu les hélicos qui sont venus, et donc les Kiowa, qui étaient réputés pour être les pilotes les plus fondus sur le théâtre, là, les pilotes de Kiowa, et c'est vrai qu'ils sont... Donc eux, ils nous faisaient des tirs de roquettes en limite de village, pareil, pour quand on bondissait, parce qu'on n'avait pas toujours l'artillerie, donc faire baisser les on têtes alternait l'artillerie, et puis ils faisaient des tirs de roquettes. Et à un moment, je me souviens, je demande une passe au Kiowa. J'ai dit, bon, ok, on va refaire un bond, tu refais une passe. Et là, il y a le Kiowa qui passe à côté du village, et puis j'entends des coups de feu du petit calibre, quoi. Il tirait de... Et je demande au mec, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de roquettes, du coup, il était avec sa M4 par la fenêtre, et il tire. Je dis, non, c'est bon, maintenant tu dégages, je vais recharger. Tu nous sers pas à grand chose, mec. Ah ouais, les mecs, c'était des fonds. Et, tu disais il y a un instant, par rapport à l'adjudant du premier PIMA qui t'ouvre cette perspective. En fait, c'est pas parce que t'es le chef que tu dois tout voir. En fait, tu peux pas tout voir. Non, tu peux pas tout voir. Hein. Donc, il faut bien qu'effectivement, ça soit tes subalternes, les gars de ton équipe qui te donnent des indications. Mais ça, c'est en fait, chacun a envie de s'en sortir. Tout le monde a envie de s'en sortir. Donc, si c'est un deuxième classe de l'armée nationale afghane qui prend la radio et qui me dit faut passer par le nord, je vais me poser des questions. Tu vois. Là, c'est un adjudant du premier, il a plus de 20 ans de service, il est hyper robuste. Tu le connaissais, quoi. On se connaissait à peine, hein, on s'était croisés 2-3 fois, mais le mec, il connaît son boulot. S'il te propose une option,
et que toi t'en as pas, bah tu l'étudies sérieusement quand même. Donc t'as confiance en fait dans son niveau d'expérience, ouais, bien sûr. Parce que sans le connaître, mais en fait il y a un grade qui est associé à cette expérience. Bah il y a une unité. Ouais. Oui, le mec, il vient du premier, c'est une unité de force spéciale. Il a été formé comme un force spécial, très bien. Et puis, il a été suffisamment bon pour arriver adjudant dans ce cadre-là. Donc, il n'y a aucune raison de douter de son jugement. Quoi. Voilà, surtout quand on est dans la panade et qu'on se demande comment on va s'en sortir. Après, je dis pas que je l'ai pris aveuglément. Ouais. Mais j'ai commencé à regarder vers le nord et je me suis dit que, ouais, effectivement, ça ouvrait une perspective intéressante. Et on est passé par le nord et ça s'est bien passé. Et donc, ça a duré 5 heures, en fait. 5 heures, ouais. 5 heures de tic. Enfin, 5 heures de tic, nous on tic pas grand chose, parce qu'en fait on est les lapins. Mais puis, c'est très très désagréable en tant que chef. Et quand j'ai eu l'annonce que j'avais un blessé, là j'étais vraiment mal. Parce qu'un blessé, faut l'évacuer. Je me voyais pas prendre 4 mecs qui en portent un sur une civière, machin. Et c'est un blessé. Et en fait, le gars, il avait pris une balle dans le cul. En fait, il avait son cul qui dépassait de la diguette, il avait pris une balle dans la fesse, et moi j'ai demandé, quand j'ai eu le blessé, donc première réaction, c'était d'envoyer de suite, prévenir de suite le chef, parce qu'il nous avait dit, dès que vous avez un blessé, vous prévenez, mais vous prévenez de suite qu'on puisse préchauffer un hélico, pour qu'on perde pas de temps. Donc je préviens de suite que j'ai un blessé, sans faire de bilan, et après je demande un bilan, et je demande notamment dans le bilan, est-ce que le gars peut marcher? Et les gars me répondent, c'était un mec de Trépel qui était devant, qui avait pris, et les gars me répondent, ouais, il peut marcher, donc j'ai dit, bon, bah, s'il peut marcher, tu lui dis qu'il va courir. Et puis, et puis il a couru, et puis voilà. En fait, il s'était juste fait brûler la fesse, et on a vu après, il y avait la trace de balle, voilà, quoi. Ça lui a brûlé le cuir de la fesse, quoi, voilà. Mais sur le coup, bon, voilà, il a été touché, il le dit. Moi, je reçois l'info, donc je veux préchauffer l'hélico de suite, parce que je sais pas du tout ce qu'il a. Et puis voilà, puis l'hélico n'est jamais venu, et puis on est rentré tranquillement, quoi. Donc il est rentré en marchant, en fait, normalement, quand même. Ouais. Voilà, en courant. Ouais, et il s'est bien fait brancher au retour. Ouais. Bah, heureusement, c'est plutôt bon signe, quoi. Ouais. Donc en fait, on a fait un aller-retour, parce que là s'était produit donc avant le passage du fameux pont, voilà, avec donc, les VAB. Donc avec tout ça, on va récupérer les gars. Donc, on a passé 4 jours en fond de vallée. On se bat dès l'infiltration, on se bat 2 jours, on se bat toute la journée. Voilà, pendant 4 jours. Et moi, je vais récupérer donc ma partie d'éléments qui a dû se replier à pied sur le COP, donc la petite base qui est en fond de vallée. Et je vais la récupérer avec les VAB. Donc on passe devant le pont, là, machin, j'arrive de nuit, et là, je dis aux gars, bon bah les gars, on embarque, là, on part le temps de préparer le matériel pour neutraliser les UD, probable, et on part. Chez les forces spéciales, il y avait une différence, enfin, en tous les cas, ça se comportait pas de cette manière. Mais non, ça se comporte pas de la même façon, pourquoi? Parce que déjà, moi, les gens avec qui je pars d'Uber, les mecs, ils ont 30 ans de moyenne d'âge. C'est pas leur première mission. C'est pas des gars qui ont 19 ans, et qui sont sur leur première mission. Oui, et ils savent que derrière celle-là, il y en aura d'autres. Et ils savent que leur boulot, alors on va là-bas pour faire des opérations tactiques au profit de Lafayette. S'il faut cartonner, on cartonne, c'est pas le souci, ça. Mais on va pas on est content quand il y a un tic et qu'il se passe bien pour nous. Voilà, parce que c'est comme, ça fait partie du boulot. Mais on cherche pas forcément le tic. Et on sait qu'après ce tic-là, il y en aura un autre. Et qu'après cette mission-là, il y en aura d'autres. Et qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées à faire pour nous, comme des opérations de libération d'otages, telle que celle qui a été réalisée après par Uber au Mali, etc. Donc c'est pas la finalité, c'est pas des gamins de 18 ans qui sont dans la cour de récré pour la première fois. Voilà. Et dans une autre dimension. Et ça c'est valable pour tous les détachements de la FS qui sont présents. Ceux qui étaient les plus en danger sans être en mesure de riposter, c'était les mecs du génie, qui eux se cognaient des IED tous les jours quasiment, quoi, à neutraliser. Et eux, ils ont eu de la casse. Notamment un petit jeune là, qui était décédé. Ils ont eu de la casse moche. Ouais, en plus, c'était des IED qui pouvaient eux-mêmes être piégés, quoi, justement pour éviter qu'ils soient désamorcés, ou choses comme ça. Donc, ouais, ou avec le gars qui attend, qui voit le démineur arriver dessus, et qui a sa télécommande. Parce que la télécommande, le mec, il est avec sa chèvre, il est en train de faire son marché. Il appuie sur son bouton, et puis voilà. Donc eux, c'était vraiment, pour eux, je pense que c'était plus dur. Quand t'es au milieu de ton glacis, que t'es pris à partie avec ton groupe, est-ce que à quoi tu penses à ce moment-là? En fait, tu disais il y a l'effet tunnel, l'effet tunnel, c'est donc il y a un stress particulier, mais malgré tout, tu restes quand même complètement maître de toi-même. Tu te lèves pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, mais en fait, tu fais c'est ce qu'on évoquait. Tu es en situation de crise et tu fais ce que tu sais faire.
Voilà. Donc ton boulot, c'est de comprendre. Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que, je suis trop con de m'être mis là, et 2, faut qu'on sorte tout le monde maintenant. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de... c'est après coup que j'ai vu que ça avait duré 5 heures. Sur le moment, j'ai l'impression que ça dure une demi-heure, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une solution et puis de la mettre en œuvre, quoi. Voilà. Donc on est focalisé là-dessus. Pas... Et dans la mise en œuvre de la solution, il y a toute la coordination aéro, artillerie, mouvement à faire, etc. Donc c'est un peu complexe, puis ça prend du temps. Ouais, ça occupe bien l'esprit, hein. Donc on pense qu'à ça, en fait, c'est tout. Et c'est pas que les autres soient des crétins, hein, mais c'est que chacun a aussi son job. Ouais. Si tu t'étais pris une balle à ce moment-là, que tu te sois retrouvé blessé, admettons, ouais. Et à pas pouvoir y a un adjoint. Faire ta fonction, ouais. Il y a un adjoint qui doit prendre la place. En fait, sur la cellule de commandement, on est 3. Il y a le chef, l'adjoint et le radio. Mais l'adjoint, par exemple, il est auprès de toi à ce moment-là? Ah oui, il est à 3 mètres de moi. Ouais. Ouais. Mais c'est compliqué, et c'est pour ça que la réaction du chef de Trépel, là, elle est saine. Après coup, ça m'a fait marrer, mais ouais, c'est compliqué de tout. Alors peut-être que la place, elle est pas là, peut-être qu'elle est plus en arrière. Surtout, tu fais ça alors que, je veux dire, t'as rien à prouver. Je veux dire, tu fais pas ça pour prouver quoi que ce soit aux autres. Tu fais ça vraiment pour comprendre et sortir de cette... Oui, parce que t'es focalisé sur ton boulot. Ouais. Encore une fois, en situation de crise, tu fais ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire, c'est ton boulot, c'est tout. T'es pas là pour réfléchir à la philosophie, au sens de la vie, je vais jouer au barbeau. C'est pas du tout ça l'objet. L'objet, c'est que, d'abord, encore une fois, je me dis, je suis vraiment trop con de m'être mis là. Voilà. Donc maintenant, et c'est moi qui me suis mis là, et avec moi, il y a 30 mecs. Donc maintenant, il va falloir sortir les 30. Voilà. C'est ça, mon objectif, c'est ça. Ouais. Et puis bon, on y arrive, et pipip, et on y arrive parce que chacun fait son boulot. Parce que chacun fait son boulot. Et tout le monde, pour le coup, l'a fait. Ouais. Ouais, alors il y a eu qu'un moment, il y a eu un mec puisqu'il y avait les mecs de l'ANA, là, ouais. L'armée nationale afghane, qui était encadré par les gars du premier, et à un moment, on fait un bond. Donc du coup, on bondit en perroquet, hein. Donc les premiers passent derniers, et puis les deuxièmes, etc. Et donc, moi, en faisant mon bond, je passe devant les gars de l'ANA, qui étaient en dernier, là, qui n'étaient pas le premier. Et ensuite, quand c'est à eux de bondir, il y en a un qui se lève pas et qui reste au milieu du glacier. Et les autres, tout le reste du groupe de l'ANA est parti, et avec l'adjudant, et puis ses sergents, et voilà. Et le gars, il se retrouve au milieu du glacier, un peu décollé du reste du groupe, quoi. Il est à 100 mètres, et puis il n'y a plus personne autour de lui. Et il est terrorisé. Et du coup, moi je suis le groupe le plus près de lui, hein, puisque le fait du perroquet fait que. Et du coup, je retourne le chercher. Et le mec, il est terrorisé. Et là, bon, je sais pas si je lui ai fait plus peur que la situation ou quoi, mais je lui ai tiré 2 coups de latte dans le bide. Là, je fais putain, maintenant tu te bouges. Et je l'ai tiré. Et il est venu avec moi. Et voilà. Donc non, tout le monde ne fait pas son boulot dans ce cas-là. Et bizarrement, c'est les troupes les moins préparées qui font pas leur boulot. Mais pour ce qui est des unités, des mecs des FS, il y a eu aucun problème. Tout le monde réagit à niveau. Les chefs de groupe manœuvrent leur groupe. Les opérateurs manœuvrent. Enfin, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, quoi. Et de ce point de vue-là, là, tu disais tout à l'heure, les forces spéciales, c'est des types qui ont de la bouteille. Sur le groupe de Trépel, il y a, je crois que donc un groupe c'est 10 gars, il y a 3 BE, je crois, 3 ou 4 BE. Donc des gens qui sortent du stage commando qui n'ont pas 2 ans de service. Et moi j'ai été admiratif, parce que eux ce sont des opérateurs. Hein. Donc les opérateurs ils sont devant. Hein. Et j'ai été admiratif parce qu'il y en a un notamment, il s'est fait rafaler à 10 mètres par un PKM. Il passe un angle de maison, il se prend une rafale de PKM et il réagit très bien, et il supprime la menace, et ils y retournent à chaque fois. Ils sont super bien comportés, et il y en a un pour la petite histoire, donc le gars était BE à Trépel à cette époque-là, aujourd'hui il est chef de groupe à Hubert, et depuis il a été blessé 3 fois. Donc lui, il a une expérience, si tu veux, qui est assez énorme, et non, la formation, mais c'est pour ça qu'il faut utiliser les gens à leur niveau de fonction. Ça sert à rien de prendre un ancien pour faire un boulot de jeune. Parce que sinon, on se retrouve avec si le jeune, on lui donne pas d'expérience, on se retrouve après, il est ancien, il n'a pas d'expérience. Ça sert à rien. Et ça, c'est une lutte, hein, parce que quand on fait des manings sur des opérations... Quand on fait les équipes... Ouais, quand on fait les équipes, on a toujours envie de prendre les plus qualifiés, parce que comme ça, on prend moins de risques. Non, il faut prendre des jeunes. Et moi, je sais que j'avais absolument pas fait le manning pour Trépel. Puisque moi, j'étais à Hubert à Toulon, Trépel, ils viennent de Lorient. Mais c'est l'intelligence du chef de groupe et du pacha de l'époque qui a fait un manning cohérent. C'est-à-dire qu'à la place des opérateurs, il y a mis des opérateurs, à la place des chefs de binôme, il y a des chefs de binôme, et à la place du chef, il y avait un chef. Ce qui n'était pas le cas sur la première... Ce qui n'était pas le cas du tout. Et moi, pour la petite histoire, sur le premier départ à Arès,
quand je suis à Hubert, que je propose des manings au Pacha, je propose 2 manings au Pacha, un avec moi, un sans moi, le Pacha valide le manning avec moi, et j'ai un officier marinier supérieur d'Hubert qui vient me voir et qui me dit « Ouais, mais t'as mis 4 jeunes là, si tu veux t'en vires un et puis je prends sa place. » Je lui dis non. Non, les gens s'entraînent tous les jours à être opérateurs, on a besoin d'opérateurs, c'est les opérateurs qui partent. Voilà. Et ça, c'est, attention, hein, utiliser les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est penser à l'avenir, hein, en fait. Déjà, en fait, c'est du respect pour les gens avec. Oui. Pour ce qu'ils ont fait. Mais c'est un investissement, si je pense simplement. Ouais. C'est à travers. C'est du respect pour l'institution aussi. Ouais. Ouais. Parce que y a des gens qui sont pas bons. Il y a des gens qui vont sortir du stage co et puis qui vont pas être bons de suite. Bon, et ben, on les laisse à la maison. Ou on leur laisse le temps de mûrir. Il y a des gens qui ont besoin de mûrir. Moi, très honnêtement, entre le matelot que j'étais et le capitaine que je suis devenu, il y a un gap énorme. Ouais. J'ai peut-être besoin de mûrir. Bon, et ben, on peut les laisser. Mais ça, c'est au chef de groupe de le décider. Le chef de groupe, il fait son manning, on le laisse tranquille, et je pense que les consignes à donner, c'est tu me fais un manning cohérent. Je veux pas avoir 10 gros mètres ou 10 mètres dans ton groupe. Alors comment t'expliques que pour certains, c'est le réflexe justement d'envoyer des gens à chaque fois super expérimentés, mais effectivement en créant finalement un gap entre ceux qui restent et ceux qui partent en mission. Déjà, il y a le gap entre ceux qui restent et ceux qui partent. Ensuite, il y a le déséquilibre de l'unité qui reste, elle. Parce que tout le monde ne part pas. Ouais. Et on déséquilibre complètement les unités. Et puis je pense que c'est facile. C'est plus confortable quand on part avec des gens qui sont tous expérimentés, parce qu'on se pose pas de questions sur la qualité du détachement. Ouais, on n'a pas Quoique, ça peut amener d'autres problèmes. Sur quoi, sur les égos, en fait, parce que non, sur les choses simples. Là, si t'as que des premiers mètres, les gars, quand on va leur demander de faire du quart de nuit toutes les nuits, faudra le faire. Hein. Ouais. Si le second prend la place du matelot, il fait le travail du matelot. Et puis justement, il faudra faire un travail de matelot, donc faire les pleins des véhicules, gérer l'alimentation, tout ça. Hein. Ouais, ce qui est pas loin de ce que je disais sur l'ego. Ouais, non, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui partent à la place des matelots, mais qui veulent rester premier mètre une fois qu'ils sont partis. Donc ça, c'est difficile à gérer. Et puis c'est plus facile dans le manning, parce que c'est les copains en général qui sont les plus anciens. Donc on se met pas de copains à dos. Mais il faut, tu vois, quand j'étais chef de groupe CTLO, à Jobert, il y avait un gars, on est rentré dans la marine ensemble. On est potes, hein. On a eu des apparts ensemble, on a fait le BE ensemble, machin et tout. Et le gars donc moi je suis jeune chef de mission commando, et lui, il est BAT ancien. Il est chef d'équipe, quoi. Voilà. Et donc il est déjà au CTLO depuis 3-4 ans quand j'y suis, il est prolongé, et on arrive au terme de sa prolongation de 5 ans. Sachant qu'à l'époque, une affectation, c'est 3 ans. Et il y a des jeunes qui sont partis au BS entre-temps, des plus jeunes que lui, qui sont partis au brevet supérieur, au BS, et qui vont revenir. Ils font leur stage au BS et ils reviennent. Et donc, il me dit, bon, de toute façon, c'est bon, je redemande une prolongation, tu me la signes à vie favorable, comme ça. Et j'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas, parce que là, on n'a que 2 places. À l'été prochain, on n'a que 2 places. Et il y a 2 jeunes qui sont partis au BS. Et si je te prolonge toi, il y en a un des 2. Donc le gars a fait l'effort d'aller au BS, le gars est bon, et je pourrais pas le récupérer, je vais lui expliquer que je vais pas le récupérer parce que j'ai prolongé mon pote, qui lui en 5 ans n'est pas allé au BS. Bon, du coup ça a été un moment de tension. Mais voilà, on n'est pas... à un moment, il faut se mettre au service de sa fonction, quoi. On n'est pas là pour servir les potes, et on est là pour faire les choses... le jeune, quand il voit qu'il part pas en mission 1 fois, 2 fois, après, il s'en va. Il quitte la marine. Et on dit, pourquoi tu t'en vas? Parce que j'ai rien fait. C'est des unités qui sont très encadrées, mais il y a besoin. Et il faut que l'encadrement fasse son boulot. Et il y a un taux d'encadrement qui est supérieur, justement. On parlait tout à l'heure des unités conventionnelles. Et le taux d'encadrement dans les unités spéciales est beaucoup plus important. Il est supérieur, d'abord parce qu'il y a beaucoup de qualifications à acquérir. Moi, la même personne, quand je parlais de mon EDEX sur le pont tout à l'heure, là, qu'on a fait pas mal sur cette mission, le gars, il est IEI, Minex 3, donc c'est les qualifications de déminage du génie, un adjudant du génie. Le gars est adjudant. Donc il a les mêmes qualifications qu'un adjudant du génie. En plus, il est nageur de combat, qualification supplémentaire. En plus, il est shooter DSV Oxy, donc dérive sous voile à l'oxygène. Donc ça, c'est les qualifications hyper pointues d'un adjudant parachutiste de la BP. Et en plus, il assure à ce moment-là la fonction de chef de groupe antiterroriste, de contre-terrorisme. Voilà. J'en ai eu un autre,
le deuxième Ares, là, j'ai un gars, à la fin, il était jeune à ce moment-là, quand il est venu avec moi en Afghan, et à la fin de sa carrière opérationnelle, il est pareil, IEI, shooter, enfin DSV Oxy, nageur, et en plus il avait fait sa qualif quand il était jeune au Gruco comme radio, machin et tout, donc voilà. Donc les mecs ils te cumulent des qualifs. En fait là sur un gars, t'as 4 carrières. Dans l'armée régulière, c'est 4 carrières différentes. Et t'as un gars qui cumule tout ça. Et des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc il y a un fort taux d'encadrement, mais parce qu'il y a besoin de beaucoup de compétences. Et les compétences, ça s'acquiert au fil des années, quoi. On peut pas, une équipe de FS, c'est 12 mecs, c'est 10 mecs. On peut pas en travailler 30, quoi, c'est pas une section. Donc il faut cumuler les qualifs. Et il faut les entretenir. Donc c'est hyper contraignant. Et ce qui fait qu'en dehors même des opérations, il y a, ne serait-ce que pour entretenir ces qualifs, finalement une activité permanente. Ah ouais. Intense. Ouais. Et qui fait que c'est pas parce qu'on est rentré en métropole, en France, et qu'on n'est pas en OPEX, qu'on rentre à la maison tous les soirs, en fait. Bah alors déjà, moi à l'époque à Hubert, on travaillait 2 nuits par semaine. Déjà il y a 2 nuits où on travaille. Et puis après, il y a le travail quotidien en groupe, alors qui se fait 2 jours ou 2 nuits, et puis il y a les grands rendez-vous qui nécessitent des moyens pour tout le monde. Par exemple, une période de saut, tout le monde va sauter. Il y a un avion, c'est tout le commando qui va sauter. Donc pendant une semaine, on saute. Mais on saute du lever du soleil après le coucher du soleil. Voilà. Il faut le rentabiliser. On va au ski, c'est tout le commando qui va au ski pour faire du combat en montagne, parce qu'on va pas payer des forfaits pour 2 mecs, 3 mecs. Donc là, c'est des trucs contraints. Donc là, pareil, on n'est pas à la maison. Et puis quand on est sur base, on n'est pas à la maison 2 nuits par semaine. Donc imagine bien que quand tu as bossé jusqu'à 3-4 heures du matin, le lendemain quand tu rentres à la maison, tu fais pas tourner les serviettes jusqu'à minuit. Sans récup, parce que tu as fini à 4 heures du mat, tu rentres à... Alors nous, je sais qu'on faisait rentrer, si on finissait après minuit, on faisait rentrer les gars à 9 heures. Ouais. On chantait le sport. Ça fait pas forcément une nuit très très longue. Ça fait pas une nuit très très longue. Ouais. Ouais. Et donc voilà, donc oui, c'est hyper prenant, mais c'est prenant pour tout le monde. Pour le gars, pour la famille, pour tout le monde. Bah ouais, bien sûr. Mais on y trouve notre compte, donc on est content. On entend bien que c'est une vie qui c'est une vie de passion, qui est de passion, qui est extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais. Donc on revient sur l'Afghanistan un tout petit peu. Donc la Kapisa, tu dis c'est un carré de 40 km de côté. En fait, c'est une toute petite zone, mais c'est 30 km de haut sur 10 de large. Mais tu racontais qu'un déplacement vous prenez 2 explosifs improvisés, un attentat suicide sur une sortie de 2 jours. Ouais. Bon, donc on imagine qu'effectivement ça va. C'est vraiment pas de tout repos. Donc il y a eu une intensification qui s'est faite entre la première mission que tu as faite en Afghanistan en 2003, la deuxième 2006 qui était déjà un peu plus chaude, et puis là maintenant donc en 2011 la Kapisa où c'est impossible de sortir finalement sans. Nous on est arrivé en février, à partir d'avril toutes les sorties ont tic. On fait pas une sortie sans combattre. Voilà. D'avril à juillet. Enfin, juin, début juillet. Voilà. Donc, c'est le tarif, on le sait. Donc, c'est 5 mois de déploiement, là. Ouais. Alors qu'au départ, c'était la mission pour les journalistes. Ouais, mais les journalistes sont toujours là. Hein. Ouais. Donc, il y a le détachement qui est là en alerte. Oui, mais on va pas rester en alerte pendant 5 mois. Non, bien sûr. Donc, autant aller travailler. Donc, on travaille. On est resté 4 jours, là, avec le glacis. Après, quand on est rentré, il y a eu l'hélico américain qui est tombé. On est reparti aussi sec. Et puis on avait une mission de prévue qui était planifiée celle-là. Donc on rentrait, on repassait 2 jours sur base, et puis il y avait eu les précédentes, puis il y en avait une de prévue. C'est donc lui, il m'a fait deux réflexions qu'on m'avait jamais faites. Sur cette mission-là, il m'a dit bon non, de toute façon on annule, on reporte. Bon, comment ça se fait là comment... Il dit non, tes mecs sont fatigués là, vous avez besoin de repos, donc on reporte. Voilà, il y a pas de. Et tu vois, ça va quand tu parles de l'amiral de Gaulier qui disait ça n'a pas de sens, certaines opérations n'ont pas de sens, on les prend pas. Bah lui, dans la même veine quoi. Il dit non, ça, il y a pas d'impératif, donc on reporte ta mission, ça sert à rien de remettre tes mecs là, ils sont fatigués, vous reposez là la semaine. Et sur une deuxième mission, donc moi j'avais planifié ma mission, j'avais préparé du mieux que j'estimais qu'elle soit préparée, et quand je lui présente, il me dit ouais, mais tu vas pas partir maintenant parce que avant de t'envoyer, il faut qu'on pense à te récupérer quand même.
Et en fait, effectivement, j'avais un petit peu... il restait des inconnus sur la récup. Parce que des disponibilités hélico ou je ne sais pas quoi, dont moi je pensais que c'était réglé, mais en fait c'était pas réglé. Lui, il était chef des opérations. Il était à la poignée d'éventail, quoi. Il avait les relations avec tout le monde. D'accord, mais c'est pas que tu avais négligé ta récup, c'est que tu pensais que... Non, je pense pas. Je pensais que c'était... Et puis on a toujours, dans les préparations, on pense toujours à y aller, et puis pour démonter, une fois qu'on a passé l'effet majeur, on est un peu... des fois, on occulte un peu. Donc je sais pas si j'avais occulté ou pas. Mais en tout cas, il m'a dit, non, avant de t'envoyer, on va penser à te récupérer quand même. Et j'ai trouvé ça exceptionnel de la part d'un chef, quoi. Donc on a reporté, et puis ça s'est bien passé. Mais ouais, c'est des trucs... c'est des relations qui sont importantes, quoi. Et quand on a des relations comme ça avec des chefs, il n'y a aucune raison que ça se passe bien, mal. Et là, la confiance, elle est totale. Moi, j'ai eu une confiance totale dans les mecs. J'ai vu les jeunes là, qui se prennent des rafales à 10 mètres, etc., qui retournent. Il n'y en a pas un qui moufte, il y en a pas un qui est malheureux, il n'y en a pas un qui pleure. Enfin, voilà. Et vers le haut, j'ai un chef qui me dit non, bah là, tu as besoin de te reposer. On reporte, et puis quelques semaines plus tard, il me dit non, mais on t'envoie, mais on va penser à te récupérer quand même. Et bah là, on va au bout du monde avec ces choses-là. Et du coup, personne n'a... Enfin, la confiance, de mon point de vue, en tout cas, elle était totale du haut vers le bas, en tout cas en ce qui me concerne, quoi. Quand tu dis oui, est-ce que tu partirais avec telle personne ou quoi, il y a des moments où on n'a qu'une vie, en fait. On n'est pas dans je sais pas quel jeu vidéo où on appuie sur le bouton et ça repart. Et donc on n'a pas envie de risquer sa vie pour rien. Enfin, je veux dire, risquer sa vie pour quelque chose qui a du sens, oui, alors le sens on lui donne celui qu'on, tu vois. Mais risquer sa vie parce qu'il y a un mec qui est incompétent, et il y en a quelques-uns, il y en a partout des incompétents, il y en a partout. Il y en a chez les commandos, il y en a dans l'armée régulière, il y en a, voilà. Et dans ces cas-là, non, tu joues pas. Alors tant que c'est de l'exercice, tout ça, bon bah tu laisses faire, hein, c'est le système qui porte tout le monde, et voilà. Mais il y a un moment, et ces gens-là, en général, ne sont pas envoyés en mission. Voilà. Et c'est pas quand on reste dans sa zone de confort à l'entraînement qu'on devient un brillant tacticien après. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune organisation qui est parfaite, ça c'est clair. En même temps, il ne faut pas des têtes brûlées, quoi. Il ne faut pas non plus des gens qui veulent absolument y aller. Non. Mais de toute façon, il y a quand même il y a une hiérarchie. Hein. Dans l'organisation, il y a une hiérarchie. Et s'il y a une tête brûlée, il n'est pas tête brûlée du jour au lendemain. Ça se sait. Et ces mecs-là, c'est pareil, on les écarte. Il n'y a pas de... Il faut faire confiance au système quand même. Il n'est pas parfait, mais il faut faire confiance au système. Il y a toujours un moment où ça se rattrape. Et ces chefs pour lesquels tu as travaillé, qui t'ont inspiré confiance, en fait, comment ils t'inspiraient confiance si tu essaies de regarder un petit peu les points communs dans tous ces chefs qui t'ont inspiré? Bah, je sais pas s'il y a des points... Enfin, dans le caractère, dans la façon d'être au quotidien, il n'y a pas de point commun. Ils arrivent tous avec leur façon d'être, qui est complètement différente du précédent, et c'est pas ça le sujet en fait. Je pense que après moi c'est ce que je me suis efforcé de faire hein, quand j'ai eu des petites responsabilités, c'est ce que je me suis efforcé de faire. C'est d'abord le chef, quand tout va bien, on ne le voit pas. On ne voit pas, sa porte est ouverte, on discute, machin, etc. Mais il s'impose pas comme chef. Le chef, c'est le mec qu'on va voir quand on a un problème et qui résout le problème. Voilà. Il n'y a aucune raison d'emmerder tout le monde tous les matins parce qu'on est chef. Et moi, c'est comme ça que je pense avoir fonctionné. C'est-à-dire que je suis suffisamment compétent pour rattraper les conneries, pour rattraper les erreurs ou les cas non conformes, les imprévus, des gars qui travaillent sous mes ordres. Voilà. Sachant que je vais pas, par exemple, quand on parle du NEDEX ou un truc comme ça, s'il se plante sur sa neutralisation d'IED, je vais pas aller dessus, j'y connais rien. Mais dans l'organisation, dans le fonctionnement général d'une opération ou de l'entraînement, moi je considère que le chef, c'est le gars qui fout la paix à ses subordonnés. Pourquoi il leur fout la paix? Parce qu'il leur fait confiance, et parce qu'il est suffisamment confiant en lui pour se dire je rattraperai s'il y a de la merde. Et je pourrais rattraper la merde d'autant mieux que les gens me le diront dans les temps. Donc quand tu fais confiance aux gens, les gens te font confiance. J'entends très bien, mais il y a quand même un niveau de contrôle à exercer à un moment donné. Oui. Oui, mais on contrôle pas, on contrôle qu'un point. On contrôle les points importants. On contrôle pas
de comment le mec a lacé ses chaussures jusqu'à si le mec va armer son arme ou si le mec va... c'est pas ça le sujet. Tu vois, par exemple, quand on a arrêté Krajisnik, moi j'étais chef de groupe à Hubert. Et le Pacha... C'était un criminel de guerre. C'était un criminel de guerre en Bosnie. C'est la plus grosse prise la plus grosse prise entre guillemets. Il était chef des Serbes au Parlement de Bosnie. Voilà. Donc ce gars, il est sur la liste des criminels de guerre. On va l'arrêter en 2000. Le Pacha de l'époque, Hubert, donc c'est Hubert qui a la mission. Le Pacha, donc il prépare la mission, on va le chercher chez lui. Et il m'a demandé une chose. Donc moi je suis chef du groupe. Il y a le chef de mission qui travaille avec le Pacha sur zone, et nous on prépare la mission sur Toulon. Bon. Donc eux ils sont partis en Bosnie, à un moment le Pacha rentre, et il me pose qu'une question, c'est comment vous allez ouvrir la porte. C'est tout ce qui l'intéresse lui. Voilà. Et il m'a contrôlé là-dessus. Voilà. Et moi quand on me dit quand l'officier Ops de l'époque, qui lui était resté à Toulon, il me dit, parce qu'initialement on devait aller le chercher dans un restaurant, puis finalement il me dit bon bah on bascule chez lui, c'est quoi qu'est-ce que ça t'inspire? Et je lui dis bah moi mon sujet c'est qu'on m'amène devant la porte en discrétion. Voilà. C'est de m'amener de la base de Sarajevo jusqu'à devant chez lui à Palais. Voilà. Après c'est bon. Je gère. Mais moi, mon sujet, c'est ça. C'est d'amener 10 mecs devant la baraque sans que ça se voit. C'est un effet majeur, en fait. C'est le truc auquel je peux rien, parce que c'est pas moi qui vais le faire. Il y a 30 bornes à faire, je vais pas faire marcher les mecs pendant 30 bornes. Voilà. Et donc voilà. Donc oui, il y a des points de contrôle, mais il faut bien identifier. Et le chef intelligent, il identifie les points de contrôle. Moi, le Pacha, quand on va le chercher, qui est quand même la grosse manip de l'époque, hein, l'arrestation de Krajisnik, c'est la grosse manip. Le Pacha, il me dit pas, bon, alors, t'as mis qui, comment tu vas rentrer, après, comment ça va se passer? Non, il me dit juste, bon, alors, comment vous ouvrez la porte? C'est tout. Et ça, c'est des vrais chefs. Ils connaissent suffisamment le boulot pour savoir où est le point difficile. Parce qu'une fois que la porte est ouverte et puis qu'on n'a tué personne en ouvrant la porte, ça va bien se passer. Hein. C'est des gestes qu'on répète tous les jours et de nuit par semaine. Donc ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et donc, le chef, c'est ça, c'est quelqu'un qui a cette intelligence de situation et qui a cette connaissance du boulot qui n'est pas de son niveau. C'est pas lui qui va ouvrir la porte. Mais il sait que le point, il est là. Comme le chef qui me dit oui, bah avant de t'envoyer, on va penser à te récupérer. Tout lequel moi j'ai pas pensé a priori, quoi. Enfin, j'ai pas pensé, je l'ai intégré, mais j'ai pas pensé que c'était un problème. Voilà. Et je pense que donc oui, il faut contrôler, mais le bon point. On peut pas contrôler tous les points. Parce que sinon on emmerde tout le monde et ça devient du caporalisme. Oui, mais est-ce que lorsque tu prends admettons le Pacha d'un commando qui arrive, il part du principe que tout le monde est compétent et finalement il n'a pas de contrôle particulier à avoir sur l'entraînement des gens ou quoi que ce soit, ou bien justement c'est un peu sa variable pour amener les gens là où il veut, quoi. Non, mais déjà le Pacha d'un commando, quand il arrive, il a déjà un bilan. Voilà. Et en fait dans les unités, il y a... Tant qu'on est dans un groupe, on travaille avec le groupe. C'est-à-dire que le gars qui arrive de galop, qui est jeune officier, qui est dans un groupe, il fait les activités du groupe. Après, quand le gars, l'étape suivante pour lui, c'est de partir faire le SFC et de revenir comme officier Ops de commando. Officier Ops de commando, il n'est plus dans un groupe. Bon, bah c'est à lui d'aller chercher le travail. C'est à lui d'aller avec les groupes sur les terrains, tous les jours. Il y en a qui restent dans leur bureau, il y en a qui vont sur le terrain avec les groupes. Et souvent, les gens qui restent dans leur bureau, ils t'expliquent que oui, mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont de l'organique ou des trucs à faire. Bon, alors il y a une organisation dans la marine, l'organique, c'est pas l'officier Ops qui le fait, c'est le second. Donc déjà, mauvaise excuse. Voilà, parce que ça, je l'ai entendu souvent. Et ensuite, moi, j'ai exercé la fonction d'officier opération à Hubert. Et ben, j'arrivais à 6h30, je traitais les mails en cours. Après, de 8h, bon, sport, machin. De 9h à 17h, j'étais avec les groupes là où ça me semblait intéressant. Parce que je vais pas aller sur les entraînements d'opérateurs de base, c'est bon, je le fais depuis 10 ans, donc voilà. Et puis après, je traitais les dossiers de 17h à 21h. Voilà, c'est ça le rythme. Et donc, si le gars, il arrive à un poste de commandement, et que depuis qu'il a un peu de liberté, c'est-à-dire depuis son rôle d'officier Ops,
il va sur le terrain avec les gars, il va voir et tout, et quand il est commandant, il vient aussi sur le terrain avec les gars. Et ben la confiance, il va le voir, parce que et quand on va sur le terrain avec les gars, il faut les laisser s'exprimer. On peut pas être là pour contrôler en permanence, parce que si on laisse pas les mecs s'exprimer à l'entraînement, on sait pas ce qu'ils valent en mission. Et ça, c'est hyper difficile. Moi, ça a été le plus dur quand je suis passé chef de mission. Donc, à avoir 2 chefs de groupe sous mes ordres, c'était les laisser s'exprimer, les laisser faire comme ils voulaient. Parce que pour aller du point A au point B, il y a plein de cheminements, et puis nous, on en a un, mais puis l'autre, il passe par la gauche, et l'autre par la droite, et puis on est merde, ils vont jamais y arriver. Et puis si, ils y arrivent. Mais au moins, quand on les laisse passer tous les jours par le cheminement qu'ils veulent, on commence à comprendre comment ils réfléchissent, machin et tout, comment ils y arrivent, et on a confiance dans les gars, ou pas. Et si on n'a pas confiance, on le voit. Alors que si on leur dit à chaque fois, non, on va aller de A à B tout droit, parce que j'ai décidé que ce soit tout droit, on connaît pas ces mecs. Et on sait pas du tout ce qu'ils donneront en mission. Et du coup, c'est lâcher la bride, au bon moment, et être capable de la récupérer quand ça commence à merder, ça c'est tout le boulot du chef. Mais le chef, il faut qu'il aille chercher ses compétences. Hein. Les compétences, en cours, on apprend, et après les compétences, on les acquiert en unité. Et il y a des gens qui vont jamais les acquérir en unité parce qu'ils sortiront pas avec leur mec. Après, c'est facile de dire, oui, de toute façon, moi je fais confiance. Non, mais on fait confiance à des gens qu'on connaît. Et pour connaître les gens, il faut aller avec eux. Sous la flotte, dans la nuit, sur l'eau quand ça gèle, il faut les voir bosser, voilà. Et puis, comme tu disais il y a un instant, la confiance, c'est pas dans un seul sens. Hein. C'est c'est pas deux sens. Si c'est le chef qui a confiance dans ses hommes, c'est bien, mais si ses hommes n'ont pas confiance en lui, ça marchera pas. Quoi. Ouais. Et puis surtout, ce qui fait qu'on apprécie un chef, je pense, c'est le fait que, en fait, plus tu montes dans la hiérarchie, et plus tu es au service de monde. Parce que le chef, il est au service de son unité, en fait. Et ça se sent tout de suite. Et on peut pas dire, oui, alors nous, on forme très bien nos mecs, on les sélectionne très bien, machin, et puis leur demander d'être suffisamment crétin pour pas se rendre compte qu'un chef sert sa carrière plutôt que son unité. Ça marche pas, ça. Ça se voit très vite, parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'abrutis dans ces unités-là. Donc, quand le gars est là pour se servir, au lieu de servir, et chacun le fait selon son caractère. Hein. Moi, les pachas d'Hubert, ils n'étaient pas plongés tous les jours avec nous, hein, parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Mais sur un élément, machin, tac, tac, il est né, tac, tac, voilà. Il est né soit en observateur, soit il y a des exercices où il coordonne et machin. Et ça, c'est pareil, c'est à eux aussi de se mettre en danger. Tu vois, quand j'étais officier opération, il y a un des pachas avec lequel j'ai bossé qui m'a dit tu m'organises tous les trimestres un exercice de coordination. Pour moi. Et le but, c'était de le mettre dans les cordes. Donc on jouait ça une fois tous les trimestres. Alors on n'emmerdait pas tous les groupes, hein, parce que ça c'est pas des exercices qui intéressent les opérateurs. Mais on prenait par exemple un binôme par groupe qui jouait tel élément. Quand c'était de la coordination plongée, on avait 3 ou 4 éléments à coordonner qui étaient, au lieu que ce soit 20 mecs à l'eau, c'était 2 gars qui jouaient les 20 mecs, mais ça nous permettait de jouer la coordination, etc. Et le pacha me disait tu m'en organises un par trimestre. Au moins un truc par trimestre, donc il me donnait le thème, tiens, je voudrais bosser, je sais pas moi, le subaquatique, je voudrais bosser la chute-ops, voilà, mise en place chute-ops, machin, etc., coordination, tout ça, et je lui organisais des exercices comme ça. Et donc lui, il se remettait en question aussi, parce que là, les gens que tu as au bout de la radio, ils évaluent aussi ce que tu fais. Mais quand tu dis ça, on se dit, mais tiens, mais pourquoi c'est pas automatique? Pourquoi c'est le pacha qui a besoin de demander ça, et pourquoi c'est pas quelque chose qui est instauré comme une sorte de procédure où tous les trimestres, il y a ce genre d'exercice qui serait fait? Parce que ce serait un peu du caporalisme quand même, de la part de l'étage au-dessus. Le mec qui commande son unité, il la commande. Enfin, si on commence à lui dire tu vas faire ça tel jour, c'est justement tout le jeu. Je pense que le jeu de l'étage au-dessus, l'état-major, c'est pas de dire tu vas me faire ça chaque jour. C'est de choisir le mec. Oui, mais qui va le faire. Oui, mais sans faire du caporalisme, l'état-major, mais c'est même pas l'état-major d'Afusco, l'état-major du COS demande que un groupe, ça soit 10 hommes, qui ait telle capacité. Donc, il rentre dans un certain niveau de détail qui a des conséquences sur l'entraînement, enfin, qui doit puis sur les équipements et sur l'organique, tout ça, mais ça c'est normal. Mais finalement, pourquoi finalement laisser l'initiative à certaines personnes qui auraient peut-être tendance à rester dans leur zone de confort, les laisser dans cette zone de confort, alors que finalement une procédure ferait que ces personnes devraient se remettre en cause. Enfin, non. Alors moi je pense que en cause, là on parle pas de matelot là. Ouais. On parle d'officiers supérieurs, nouvellement supérieurs ou pas. Qui sont chefs de corps. Et voilà. Et le gars, on va pas commencer. Enfin, ça se gère pas comme un matelot. Et on va pas le gérer comme un matelot. L'art de l'échelon du dessus, c'est de mettre la bonne personne à cet endroit-là. Voilà.
Après, libre au mec de gérer sa crise comme il le veut. Moi, j'ai eu 2 pachas quand j'étais ops à Uber. Il y en a un qui m'a demandé ça, il y en a un qui me l'a pas demandé, et il était pas plus mauvais. Et il était très bon. Après, chacun, justement, il faut laisser les gens s'exprimer. C'est toute la difficulté du chef, c'est de laisser les gens s'exprimer. Et de savoir contrôler au bon moment. Nous, encore une fois, à Uber, c'était principalement rendez-vous sur objectif. Voilà. Moi, j'ai eu un pacha, il m'a dit, voilà, je vais vous travailler sur tel sujet, et puis on se retrouve dans 6 mois. Voilà. Et puis, point d'étape, de temps en temps, on le croisait dans les couloirs, alors, vous en êtes où, machin, voilà, là, et on en parlait tout à fait librement, un café à la main, ouais, bah là, on peine là-dessus, là, on bloque là-dessus, bon, bah, ok, bon, on va se faire une petite manip de coordination, là, dans 15 jours, ah, bah, je viendrai avec vous pour voir. Ouais, le gars, il est là, il suit, et puis toi, tu t'efforces de répondre à ses attentes, parce que c'est ton job, et puis parce que tu l'apprécies, et tout le monde va dans le même sens. Et le gars, il t'emmerde pas tous les jours à te dire, oui, alors, vous en êtes où? Non, c'est des conversations de comptoir, de café, quoi, mais qui sont complètement libres, et des moments où on peut dire... Et sur la partie, par exemple, innovation, comment est-ce qu'on innove, en fait? Est-ce que... c'est en rapport avec ce qu'on vient de se dire là, hein. C'est pour ça que je pense à ce sujet-là, parce que finalement il faut pouvoir bien sûr avoir des idées à proposer, mais encore faut-il être entendu. Est-ce que à chaque fois que tu as eu des idées qui étaient bonnes ou mauvaises, est-ce qu'à chaque fois tu as pu être entendu sur des évolutions possibles? Alors d'abord les innovations, c'est du matériel. C'est des procédures, ça peut être que des procédures aussi, et puis peut-être des nouvelles méthodes d'entraînement. Je sais que j'ai pas... la culture, pour ce qui est d'Uber, parce qu'une fois on m'a bloqué sur un truc tout court. J'ai pas pu... Bon, c'est pas très grave. Mais sinon, sur Uber, les pachas, ils sont hyper favorables à ce que les gens leur présentent de l'innovation, mais attention. Là, quand je disais tout à l'heure, on discute, on boit un café avec le pacha et puis on lui parle au quotidien, il y a la conversation qui va être un gars, n'importe qui, hein, croise le pacha, boit un café avec lui, il n'y a pas de souci. Ça va pas être présenté une innovation. Hein. La conversation au comptoir avec un café. Ouais. Il a intérêt à venir avec un dossier ficelé s'il veut que ça aboutisse. Et si son dossier convainc le pacha, donc déjà il y a du travail personnel. Qui ça n'est pas fait sur les heures de groupe. Hein. Le gars en général il fait ça chez lui le soir. Hein. Parce que quand il est en groupe, il y a l'entraînement du groupe qui prime. Et l'entraînement du groupe, c'est pas de passer sa journée sur Internet à trouver des solutions techniques. Donc ça, c'est l'investissement de chacun. Et plus le mec a d'initiative, plus le mec sait que ça peut aboutir, et plus ça va être fait. Et moi, je l'ai vécu pendant 20 ans, quand je suis passé il y a quelques années à Uber, là, il y a 2-3 ans, et j'ai vu un truc, le gars s'était investi dans un système... de drones. Hein. Alors aujourd'hui avec l'Ukraine, tout le monde dit c'est tout nouveau. Bah non, je peux te garantir qu'il y a des choses qui se font en Ukraine qui se faisaient à Uber il y a 4-5 ans, sur l'initiative d'un maître qui avait mis ça en œuvre, et puis le pacha lui avait dit vas-y, enfin il avait présenté un dossier qui tenait la route, et puis on lui a débloqué les fonds nécessaires, et voilà. Et ça c'est une culture. Ça c'est une culture. Après, l'innovation, ça marche quand c'est mené à terme. Et pour mener à terme un projet, ça veut dire que on n'est pas en train de chercher à sauter dans le premier avion pour partir en mission et laisser tomber son projet non plus. Tu vois. Donc c'est une culture qui est globale, l'innovation. Et c'est pas je jette une feuille sur la table et puis je me barre en mission puis je reviens dans 6 mois. Parce que quand il y a un gars qui présente un projet, s'il doit aboutir, on va lui faire aboutir. Donc il va peut-être pas être sur les manines pendant 6 mois, le temps que son projet aboutisse. Il faut qu'il accepte ça. Et oui, il faut qu'il accepte, oui, parce que c'est pas. Sinon c'est du vent, quoi. On jette des feuilles en l'air et puis on attend qu'elle retombe. Mais c'est pas du tout ça. Avoir une idée, c'est pas forcément le plus difficile. C'est l'amener à terme. Puis avoir les moyens de l'amener à terme. Ouais. Et les moyens, c'est le matériel et c'est l'humain aussi. Et si l'humain n'est pas là, il n'y a pas de moyens. Donc, c'est contraignant. Hein, c'est pas. Non, c'est un effort de longue haleine.